Bonjour à tous, eh bien nous allons commencer. Les derniers intervenants arrivent. Merci à tous de votre présence pour cette deuxième, alors c'est un peu compliqué dans les agendas, deuxième édition des matinales des Assises du Grand Paris qui s'achèveront le 14 novembre par la grande journée de restitution et de présentation d'un livre blanc. Ce matin, donc, c'est Jérémy Almosny dans quelques instants qui introduira la matinée et la première table ronde. Jérémy Almosny, directeur régional de l'ADEME Île-de-France. Ce matin, 4 tables rondes. C'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas arrivé, puisqu'il y a 2 sujets finalement, 2 tables rondes par sujet. Premier sujet, c'est l'énergie et les réseaux, comment décarboner, comment accélérer la décarbonation de l'Île-de-France. Ça, c'est le sujet de la première table ronde. Une deuxième table ronde qui traitera davantage des questions d'acceptabilité. Certains disent de désirabilité, mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de désir pour accueillir des méthaniseurs. Il faut quand même pas... Voilà, c'est des questions de vocabulaire. Et puis le deuxième sujet se portera sur la mobilité et la logistique, avec Jean-Michel Genestier de la Métropole du Grand Paris. Il n'y aura pas de représentant de la Métropole du Grand Paris qui est partenaire institutionnel de ces assises pour les 2 premières tables rondes parce qu'il y a eu des conflits d'agenda. C'est Étienne Langereau qui devait être là, mais il n'a pas pu, il a été empêché au dernier moment, mais ils seront là le 14 novembre. Voilà. Et puis la prochaine matinale, j'en profite tout de suite, aura lieu le 1er juin. Sous le contrôle de Brieux, au même endroit, et traitera à la fois d'aménagement, d'héritage des Jeux Olympiques et des enjeux de l'eau. Voilà. Donc j'appellerai tout de suite les participants à la première table ronde, mais d'ores et déjà, je vais demander à Jérémy Almosny de bien vouloir introduire, donc partenaire aussi de l'événement, de bien vouloir introduire cette table ronde sur l'accélération de la décarbonation de l'Île-de-France. J'ajouterai simplement que nous demanderons aussi pour le 14 novembre, autre originalité, à nos partenaires de prendre des engagements pour le climat, sous la forme soit de trajectoire de réduction de leur empreinte carbone, en partenariat avec la société SWIP, dans laquelle travaille désormais Julien de Normandie, soit en trajectoire de réduction de leur empreinte carbone en valeur absolue ou en intensité carbone. Et puis aussi, ils nous diront comment ils aident leur écosystème à réduire leur empreinte carbone. Mais voilà, Jérémy, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, cher Jacques, chers partenaires, parce que je vois effectivement dans la salle beaucoup de partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler. Alors, je suis ravi de cette tribune pour ouvrir cette séquence qui va couvrir finalement 2 sujets majeurs pour Île-de-France et majeurs pour la transition écologique de notre belle région. Effectivement, le sujet de l'énergie et le sujet des mobilités figurent quand même en haut de l'agenda sur l'atteinte de nos objectifs de neutralité carbone. Et donc, il est nécessaire finalement de partager à la fois les constats et d'identifier les solutions communes à mettre en place pour parvenir à atteindre ces objectifs, certes ambitieux déjà lorsqu'on avait élaboré le schéma régional climat-air-énergie il y a quelques années, mais qui s'intensifie face à l'urgence climatique que je pense on partage toutes et tous avec cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Alors effectivement, si je prends quelques temps pour ouvrir un petit peu le sujet de la première table ronde qui évoque la question des énergies, réseaux et puis le volet décarbonation. Alors, je ne sais pas ce que tu as prévu de dire, Christelle, j'espère que je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes, mais en tout cas, le constat est sans appel. Nous avons réalisé avec la région et l'État l'évaluation du schéma régional climat-énergie, qui est vraiment le document cadre qui fixe les ambitions et les orientations que l'on a en termes de développement des énergies renouvelables, en termes de décarbonation de notre région. Et finalement, le constat est sans appel. Déjà, premier point positif, essayons de mettre en récit les choses positivement. Nous avons progressé en termes de taux d'ENR, plus 50% sur les 13 dernières années. Nous avons également obtenu des gains notoires en termes d'économie d'énergie sur des secteurs un peu stratégiques, industrie, mobilité ou encore l'aspect bâtiment. Mais nous sommes quand même en deçà de l'objectif qu'on s'était fixé pour 2020, c'est-à-dire une baisse de consommation de moins 20% et une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre de moins 28%, alors qu'on est à moins 23% pour les GES et un peu en dessous de 20% pour la consommation d'énergie. Rappelez forcément ces objectifs dans un contexte qui se veut certes régional, mais surtout national, voire international. Le contexte géopolitique nous rappelle que notre vulnérabilité, notre fragilité finalement, nous sommes dépendants
aujourd'hui à 90% des énergies fossiles, d'énergie importée, ce qui démontre que si nous appelons de nos voeux notre souveraineté, il va falloir certainement qu'on active une série de leviers. Alors, j'avais noté beaucoup de chiffres, mais je pense que ces chiffres-là vont être cités par les experts juste après. Mais rappelez finalement ce triptyque, parce qu'on va parler d'énergie, décarbonation de l'énergie et donc des solutions technologiques pour faire émerger, en l'occurrence, l'énergie renouvelable. Mais il ne faut surtout pas oublier que la première brique, c'est la sobriété. C'est un mot valide aujourd'hui qui est employé beaucoup dans les débats, beaucoup dans les discussions, mais la sobriété est véritablement un sujet extrêmement important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malgré nos plus 50% de production d'énergie renouvelable sur les 13 dernières années, nous représentons aujourd'hui que 8% de la consommation francilienne. Et donc, on peut s'imaginer que finalement, on aurait pu avoir une part beaucoup plus importante si nous avions redoublé d'efforts sur nos enjeux de sobriété. Et pour vous donner un exemple, les secteurs les plus consommateurs en Ile-de-France, c'est bien sûr le secteur bâtiment, notre région est dense, etc. C'est 40% pour le résidentiel, 30% pour le tertiaire. Le tertiaire, sur les 13 dernières années, a augmenté de plus 5% sa consommation d'énergie. C'est un état de fait. Nous avons une tertiarisation de notre économie en Ile-de-France, nous avons davantage de bureaux, mais nous voyons qu'il va falloir certainement accompagner davantage ces secteurs d'activité pour pouvoir activer avec force et stratégie finalement le levier sobriété. Sobriété qui se veut être plutôt un terme propre au comportement, c'est-à-dire sensibiliser, toucher les prescripteurs, les décideurs locaux, publics et privés, mais aussi le volet efficacité qui, là aussi, figure dans les grandes ambitions de l'État, de la région sur la rénovation énergétique et la rénovation globale. Nous avons des objectifs extrêmement ambitieux et il nous faut activer et accélérer ce pas. Et nous avons aujourd'hui une série de dispositifs, d'actions, de prescriptions qui sont à mobiliser et là-dessus, nous avons encore beaucoup à faire. Une fois que j'ai parlé de sobriété, d'efficacité, tournons-nous vers finalement la valorisation des assets, des actifs. Nous allons parler de réseaux aujourd'hui. Nous avons des actifs, tant de distribution via les réseaux que de production qui sont sous-utilisés. Alors, ce n'est pas l'ADEME qui le cite, c'est le rapport de la Cour des comptes qui indique que les réseaux de chaleur, en l'occurrence, sont sous-utilisés. Nous avons une capacité de raccordement, d'innerver notre territoire. Il faut absolument qu'on puisse mobiliser ces investissements déjà consentis et tout comme nos productions d'énergie renouvelable sur le territoire francilien. Une fois qu'on parle de valorisation des actifs, regardons cette énergie perdue que nous n'utilisons pas. L'énergie perdue, c'est nos usines d'incinération d'ordures ménagères, c'est nos... Ça, je dois avoir... Non, pas du tout. Là, c'était... Non, non. D'accord. S'il y a un time pas encore. On a un gong énorme. Donc, c'est valorisation de cette chaleur fatale, cette énergie perdue. Donc, j'ai parlé des UVE, mais nous avons une recrudescence de data centers qui certainement appelleront aussi des nouveaux besoins énergétiques. Mais là aussi, nous avons la capacité de récupérer de la chaleur. Nos réseaux d'eau usée, etc. Nous avons la possibilité de consommer cette énergie de récupération, cette énergie perdue. Et puis vient cette question des énergies non délocalisables. Je le dis parce que l'enjeu de la souveraineté, il est aussi là. Et nous avons, en l'occurrence en Ile-de-France, il faut le dire, on peut être fier, un gisement considérable de potentiel géothermique profonde et géothermique de surface qui nous permettrait, là aussi, sur le territoire métropolitain, de couvrir plus de 60% de nos besoins en chaud et froid. C'est une étude qu'on a pu faire avec le BRGM et la métropole du Grand Paris sur 2022. Énergie non délocalisable. Ensuite, énergie délocalisable, et là aussi nous avons des potentiels. Alors je mets la méthanisation dedans, je sais que je serai challengé par les gaziers parce que la plupart des intrants sont quand même à proximité, donc on va dire qu'on est quand même... Mais bon, nous avons quand même des intrants qui sont autres, mais la méthanisation, il y a un potentiel qui est extraordinaire et qui se multiplie dans un contexte où les collectivités ont l'obligation de trier à la source leurs biodéchets, de trouver des exutoires, des points de valorisation. Donc nous avons la possibilité là aussi de déployer la méthanisation. Et enfin la biomasse. J'en parle en dernier, pas parce que je suis contre la biomasse, c'est vraiment un gisement extrêmement intéressant, mais la singularité francilienne de notre pollution qui reste extrêmement prégnante nous fait dire que la biomasse doit être mobilisée peut-être en dernier recours, selon des conditions d'ailleurs de traitement des fumées qui seront à augmenter en termes de niveau d'exigence. Voilà un petit peu le panorama. Et si tu me permets, Jacques, si vous me permettez, Jacques, on va se vous voyez. On peut se tutoyer, voilà. Parler des moyens d'intervention de l'ADEME, parce que finalement, je vous donne beaucoup de prescriptions, mais nous, agence de la transition écologique, nous mettons à disposition des acteurs qui font la transition, donc vous dans la salle, énergéticiens, collectivités locales ou encore PME, TPE, qui proposent des solutions, une série de dispositifs sur la sobriété, sur l'efficacité ou encore sur le déploiement des énergies renouvelables. Et nous appelons de nos voeux, et je pense que l'agenda est plutôt favorable, une accélération. Et donc les moyens se multiplient. On a Fonds Chaleur là, qui est le dispositif qui permet de
développer les énergies renouvelables qui s'intensifient. Nous espérons bientôt atteindre le milliard d'aides disponibles sur le territoire national. Nous avons des conseillers en énergie partagée pour les collectivités pour adresser la question de la sobriété, ou encore une série de dispositifs qui a vocation à acculturer, sensibiliser, former les collectivités sur le développement des énergies électriques, que je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui là aussi dispose d'un gisement extrêmement intéressant sur le territoire francilien. Voilà ce que je voulais partager de manière assez courte ce matin. Il faut dire que l'enjeu est devant nous, nous avons beaucoup à faire. Le défi est colossal, mais nous avons les énergies, les forces et les potentiels pour y parvenir. Et je pense qu'on aura de belles preuves ce matin pour y arriver. Merci Influent. Juste une question, Jérémy, tu dis que le tertiaire a augmenté son empreinte carbone malgré le télétravail, ça n'influe pas? Alors, a augmenté sa consommation d'énergie, mais a baissé ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, le télétravail, c'est un phénomène qui s'est accéléré post-Covid. Avant, on était sur 7% des actifs. Là, aujourd'hui, on atteint presque les 12%. On a doublé. Et nos chiffres datent de 2019. Bon, espérons, lorsqu'on aura une actualisation des chiffres, des résultats probants. D'ailleurs, nos études au sein de l'ADEME démontrent que nous avons des gains notoires sur l'aspect GES et l'aspect consommation d'énergie, essentiellement lié au poste transport, qui est réduit. Il nous reste encore la question du chauffage, parce que lorsqu'on ne chauffe pas en collectif, on chauffe en individuel, est-ce que ça crée ou pas des difficultés? On a fait des tests qui démontrent que finalement, ça reste quand même extrêmement positif. Donc les chiffres là, qui seront proposés par le ROSE, mais donc le réseau d'observation statistique en énergie, qui sera certainement présenté par Christelle Nitzergues, la directrice de l'agence régionale, nous donnera peut-être des éléments sous peu pour 2020-2021. Parfait, merci infiniment. Merci beaucoup. Et donc, Christelle Nitzergues, je vais vous demander, vous êtes directrice de l'AREC, l'agence régionale énergie-climat, au sein de l'Institut Paris Région. Et je vais vous laisser, si vous voulez bien, introduire et compléter ce tableau totalement en phase, et c'est pas tout à fait un hasard, avec ce qu'on va débattre après. Donc, Christelle, c'est à vous, vous avez 5 bonnes minutes pour nous brosser, si vous voulez bien, le tableau chiffré, notamment des énergies renouvelables en Île-de-France. Bien, écoutez, merci de m'avoir proposé d'introduire cette séquence. Donc, une introduction très rapide. Donc, c'était intéressant que Jérémy puisse commencer à donner quelques chiffres, parce que voilà, je n'aurai pas le temps de tout évoquer. L'idée, c'est plutôt de donner des grands enjeux, des données clés, des repères en fait, pour la suite des travaux. Et tout de suite, je voulais déjà rappeler quand même un cadre réglementaire que vous devez tous avoir en tête. Mais on est quand même dans un objectif qui est posé de neutralité carbone à 2050 suite à l'accord de Paris. Et c'est un objectif qui est inscrit dans la loi énergie-climat de 2019. Alors évidemment, je trouve que c'est intéressant, même si aujourd'hui on va travailler, et vous allez travailler beaucoup sur les enjeux de décarbonation. Mais par rapport au problème climat, pour nous c'est toujours important de rappeler effectivement qu'il y a 2 stratégies complémentaires et à mettre en place, qui sont des stratégies d'atténuation et des stratégies d'adaptation au changement climatique, puisque évidemment nous vivons tous déjà les effets du changement climatique et que la hausse des températures, y compris en Île-de-France, est déjà en moyenne environ 2 degrés. Donc c'est important de se remettre en contexte et évidemment de redonner un petit peu le cadre régional d'action. Donc Jérémy a évoqué l'évaluation du schéma régional climat-air-énergie qui date de 2012 et dont la révision est en cours. Et c'est ce schéma qui va fixer les nouveaux objectifs, la trajectoire pour les prochaines années et notamment fixer les objectifs pour les différentes filières ENR, puisque c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est important de savoir que ce schéma est en cours de révision. Il y a effectivement une stratégie régionale énergie-climat qui avait été adoptée en 2018 par la région Île-de-France, qui a intégré ces objectifs de zéro carbone en 2050, 100% ENR. Évidemment rappeler la déclinaison sur les territoires à travers l'obligation de réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux par les collectivités, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Ça représente environ 60 plans climat qui devraient être réalisés en Île-de-France. On en est à peu près à la moitié de plans climat adoptés actuellement. Donc il y a encore
voilà, pas mal de travail devant nous. Et plusieurs d'ailleurs qui sont aussi en évaluation à mi-parcours ou qui vont entamer des révisions comme le plan climat métropolitain. Alors, quelques données, évidemment, toutes les données, c'était signalé par Jérémy, donc sont issues du ROSE, notre observatoire régional énergie GES, donc, qui réunit notamment l'État DRIAT, la région, l'ADEME, la MGP et puis Air Paris et l'AREC, mais on a également ici d'autres partenaires, GRTGA, GRDF, RTE, Enedis, qui sont partenaires de cet observatoire. Donc quelques grands chiffres clés notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, donc là qui sont produites par Air Paris, et qui nous permettent effectivement de remettre en avant une évolution, cette baisse de moins 23% entre 2005 et 2019. On n'est pas tout à fait effectivement dans les clous de l'objectif qui était fixé dans le cadre du SRCAE pour 2020. Pour autant, effectivement, il y a des baisses importantes, notamment dans le secteur de l'industrie, presque la moitié, moins 50%. Et évidemment, rappeler les deux gros secteurs émetteurs. Le secteur du bâti, donc quand vous additionnez les émissions du résidentiel 30% et du tertiaire 17%, on a le plus gros émetteur francilien est suivi derrière par les transports routiers à 31%. Les émissions franciliennes représentent quand même 8,7% des émissions nationales. On est sur les scopes 1 et 2, ça veut dire qu'on n'intègre pas le scope 3 dans ces données. Et là, on peut multiplier par 2 à 3. Ce qui est lié aux importations. Voilà, on n'en parle pas, mais c'est quand même important. Voilà. Sur les consommations d'énergie régionale, donc toujours là les données d'Air Paris, données de chiffres clés de 2019. Donc on a une baisse de moins 15% des consommations depuis entre 2005 et 2019. Ça représente 12% du bilan national. Et on a toujours donc le secteur du bâtiment qui a une consommation à 68% et des transports routiers à 22%. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir regarder dans ce schéma. Vous avez donc pour les différents secteurs l'évolution entre 2005 et 2019. Donc des consommations et en même temps vous avez les sources d'énergie. Donc ce qui nous permet de voir globalement qu'on a une baisse globale de la consommation dans tous les secteurs, sauf le tertiaire qui est en hausse de 5%, comme ça a été dit tout à l'heure. Et on identifie évidemment les sources d'énergie pour chacun de ces secteurs, où on voit quand même une baisse des produits pétroliers dans le bâti et l'industrie, et aussi du gaz naturel, de la consommation du gaz naturel dans le résidentiel et l'industrie, et une augmentation de l'électricité dans le tertiaire. Et une petite alerte, évidemment, une forte augmentation du bois énergie dans le résidentiel qui pose cette question de l'enjeu de la qualité de l'air. Ça a été dit, on a une dépendance énergétique de l'Île-de-France qui est importante. On a finalement une production francilienne qui s'élève à 13,5% et qui se répartit, on va dire, 2 tiers production d'énergie renouvelable et quand même 1 tiers de production d'énergie fossile. Donc ce qui n'est pas négligeable. Même si cette production francilienne d'énergie renouvelable, donc là c'est un panorama 2020 qui représente 17,5 TWh. C'est surtout en premier lieu une production de chaleur à 91%. Donc une chaleur sur réseau et une chaleur diffuse. Et cette production de chaleur couvre 18,5% des besoins de chaleur des bâtiments. Ensuite, on a une part beaucoup plus minime dans le bilan pour les filières électriques, 7,8% de production d'électricité renouvelable. On a pu avoir essentiellement du photovoltaïque et les injections de biométhane ensuite qui ont aussi connu une croissance
importante. Là, voilà, on a 1,4% de production de gaz renouvelable. C'est vrai qu'il y a eu une forte augmentation ces dernières années des unités de méthanisation, surtout méthanisation agricole pour l'Île-de-France. Alors, pour revenir rapidement quand même, évidemment, sur les leviers, ça a été signalé par Jérémy, mais c'est important à chaque fois d'être dans une vision globale. Il y a différents leviers à activer par rapport à cet objectif de neutralité carbone. La réduction des consommations, évidemment, avec des efforts de sobriété et aussi des efforts d'efficacité. Et donc, ça pose toute la question de la rénovation du bâti. Et puis, évidemment, l'accélération du développement des énergies renouvelables et de récupération, avec effectivement des gisements importants en matière de géothermie, les réseaux de chaleur évidemment qui doivent être également optimisés, développés, et puis les filières du solaire photovoltaïque. On a des gisements aussi importants. Enfin, l'Institut a réalisé le cadastre régional solaire sur toiture, et là également récemment sur parking, en lien avec qui va permettre aussi, ça va être un outil intéressant avec la nouvelle loi d'accélération des énergies renouvelables, notamment l'obligation d'installation d'ombrières sur les parkings. Et puis dire aussi effectivement qu'il y a un enjeu de préservation et de renforcement des puits de carbone naturels pour l'Île-de-France, les espaces de forêt, les sols, notamment les espaces agricoles. Voilà, donc c'est une réflexion globale à mener, et c'est aussi tout l'intérêt de cette stratégie qui va nous donner une nouvelle trajectoire. Merci infiniment. Je me permets juste quelques ressources. N'hésitez pas à consulter le site du ROSE avec le tableau de bord avec les données indicateurs clés régionaux et l'application Energif pour la mise à disposition des données. Et notamment également, je voulais attirer votre attention sur un document, une publication qu'on a sortie en début d'année sur le défi de la neutralité carbone pour l'Île-de-France. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, je vais pouvoir appeler les participants à la première table ronde, qui sont Nicolas Goldberg. Vous êtes partenaire énergie et environnement chez Columbus Consulting. Donc, il n'y a personne dans la métropole, mais on réparera. Sébastien Quenet, vous êtes directeur de cabinet d'Hélène Milot pour EDF Île-de-France. Frédéric Courreau, vous êtes directeur délégué grand projet Île-de-France d'Enedis. Séverine Laurent, vous êtes directrice des affaires publiques Île-de-France de RTE, réseau de transport d'électricité que tout le monde connaît. Et enfin, Laurence Touveny, vous êtes directrice Orange Île-de-France. Voilà, asseyez-vous. Vous voulez, il n'y a pas de plan de table. Vous voyez qu'on est quasiment mixte, enfin presque paritaire, enfin en tout cas mixte. On y tient. Le sujet est comment accélérer la décarbonation de l'Île-de-France. On avait au départ voulu focaliser simplement sur l'accélération de la production d'énergie, mais en fait, comme l'a très bien dit Jérémy et Christelle, c'était trop réducteur, puisque la sobriété, voilà, c'est un ensemble. En fait, atteindre cette décarbonation ne se limite pas, même si c'est un enjeu majeur dont on va beaucoup parler, mais ne se limite pas à l'accroissement de la production DNR locale, même si c'est un enjeu. Donc, vu qu'on est déjà un peu en retard, je ne vais pas multiplier les phrases verbales, mais tout de suite donner la parole à Nicolas. Vous êtes un expert, on vous voit... On vous voit, non pas partout, mais on vous voit souvent dans les médias, et puis sur les réseaux sociaux. Et vous êtes garant, parce qu'on a voulu que dans ce cycle, bien montrer qu'on essayait d'objectiver les sujets, et de pas seulement être dans des propos subjectifs. Alors on n'a pas beaucoup de micros, mais on en a plusieurs. À vous, Nicolas, d'introduire le sujet pour nous dire comment vous le percevez. Merci Jacques pour cette introduction et merci pour ce que vous faites pour toute la région Île-de-France. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites en introduction, mais pour apporter quelques compléments, en fait, en région Île-de-France, on va avoir les mêmes défis qu'au national, c'est-à-dire arriver à maîtriser les consommations, ça c'est la première chose, et arriver à faire croître la production d'énergie renouvelable, alors électricité et les énergies non électriques, pour plusieurs raisons. C'est que
on va avoir normalement un accroissement de la consommation d'électricité en Île-de-France. Aujourd'hui, c'est environ 60 TWh. Il faut s'attendre à plus 40, plus 50% en Île-de-France sous l'effet de l'électrification, notamment de la mobilité, également du chauffage, mais également avec les nouveaux usages. Typiquement, on a plusieurs projets de data center qui sont prévus en Île-de-France. Alors, c'est des projets pour l'instant, quoique certains ont déjà signé. Donc on voit cet accroissement de consommation électrique en Île-de-France. Aujourd'hui, c'est un grand sujet en France de manière générale et en Île-de-France en particulier, parce que la France est en retard en réalité dans la construction des data centers, et surtout on a nos voisins européens qui commencent à limiter la construction des data centers sur leur territoire, parce qu'eux ont déjà commencé, et ils commencent à voir aussi que ça consomme beaucoup d'électricité, donc ils limitent un peu. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un accroissement de data center en Ile-de-France, qui est un risque comme une opportunité. Avec un data center, on peut faire de la trigénération, on peut récupérer de la chaleur, l'injecter dans un réseau de chaleur, on peut faire des choses un peu intelligentes autour. Donc, mais il faut penser usage dès le début. Il faut rappeler aussi que sur l'électricité, alors on parle beaucoup d'importation d'énergie fossile. En Île-de-France, on est une des 3 régions un peu à risque sur son approvisionnement électrique, parce qu'on a moins de 10% de notre électricité qui est locale. Le reste est importé des autres régions. Alors certes, les régions sont bien connectées, mais justement en Île-de-France, on a ce sujet d'interconnexion pour sécuriser l'approvisionnement, et c'est pour ça que toute production électrique en plus sera le bienvenu en Île-de-France, non seulement pour décarboner des usages qui ne sont pas encore électrifiés, mais également pour sécuriser une part de l'approvisionnement. Alors dans les SCRAE, on avait des objectifs assez ambitieux sur les énergies renouvelables, malheureusement on ne les a pas atteints. Donc sur le solaire, il va falloir arriver à libérer le foncier qui va permettre d'avoir les gisements nécessaires pour déployer du solaire. Sur l'éolien, on a les mêmes problèmes que partout. Il y a le foncier. Alors, acceptabilité, désirabilité, je sais que l'ADEME aime bien parler d'appropriation. Donc j'ajoute ce nouveau mot dans le débat, appropriation. Comment est-ce qu'on pousse l'appropriation de ces énergies renouvelables? Comment est-ce qu'on valorise le fait qu'il y ait des retombées fiscales pour les collectivités et que ça permet de faire émerger de nouveaux projets? Ça, c'est la grande question. Et sur les énergies non électriques, on va avoir... alors dans les SCRAE, on a plutôt atteint les objectifs, mais il faut voir que ces objectifs-là, il va falloir les augmenter. Donc comment est-ce qu'on origine des nouveaux projets de méthaniseurs, de réseaux de chaleur et autres? C'est une question. Il faut rappeler aussi que même si notre région est dense, on a 80% du territoire qui est non urbanisé. Donc on a quand même des gisements de foncier, des endroits où on peut faire émerger des nouveaux projets en partenariat avec les collectivités locales. Et donc ça va être ça les occasions qu'il faut saisir. Donc voilà, si je voulais conclure, on a un grand enjeu de croissance de la production locale d'électricité, mais aussi d'autres énergies renouvelables, d'interconnexion du réseau, et puis ce défi de la consommation électrique supplémentaire sur le territoire. Justement, on va en parler avec Séverine Laurent tout de suite, mais est-ce que vous estimez, vous, que dans les années qui viennent, des sujets de tension sur la ressource vont se poser, de concurrence, finalement d'insuffisance de la ressource électrique, compte tenu de ce que vous dites, ou c'est fictif? Non, on le voit déjà. On le voit déjà en réalité, et comme il y a une croissance de consommation électrique qui va être tirée par la décarbonation, mais également par les nouveaux usages data center, on va avoir un vrai sujet sur l'électricité. Les prévisions, dans son scénario 2023-2035, RTE nous dit que, c'est pas les conclusions définitives, on va voir, on va donner une fourchette, mais le nucléaire, ça va être 350 TWh contre 420 en 2015. Dans un contexte où la consommation électrique progresse. Donc on a forcément une tension au niveau national, et si on regarde plus particulièrement sur l'Île-de-France, en fait on est déjà sur une région qui est un petit peu en tension parce qu'elle produit très peu de l'électricité qu'elle consomme, en tout cas en proportion, donc elle dépend beaucoup des interconnexions. Donc là on a forcément une tension sur la ressource électrique, alors tension qui n'est pas insurmontable. On peut revoir, parce que la consommation électrique, ça peut se déplacer, notamment on peut faire des choses intelligentes sur le chauffage, sur l'effacement, sur le edge computing, sur beaucoup de choses. Et donc il va falloir jouer sur les deux, la maîtrise de la consommation et également l'offre, c'est-à-dire la production locale. C'est pas l'ADEME qui vous contredira.
N'est-ce pas? Donc Séverine Laurent, donc deux tours de table, si vous voulez bien, avec une sorte de voilà, si vous pouvez être dans l'intensité, non pas carbone, mais vu le temps court qu'on a. Deux tours de table, un sur les constats face à cet objectif de décarbonation qu'on commence à bien comprendre pour peu qu'on le comprenait pas jusqu'à présent, et puis un deuxième tour de table sur des esquisses de propositions, puisque le jeu, si vous me permettez cette expression, est d'arriver à formuler des propositions de déverrouillage législatif, voilà, pour essayer d'aller plus vite, puisqu'on comprend bien que c'est nécessaire. Donc merci beaucoup pour cette matinée et puis pour nous laisser la parole. Donc la décarbonation, notre feuille de route, c'est la stratégie nationale bas carbone qui a été fixée par le gouvernement, et c'est donc l'objectif, c'est neutralité carbone en 2050. Donc voilà. Donc comment on va à cette neutralité carbone en 2050 ? Il y a d'abord un premier constat, c'est que on ne peut y aller que par une réduction globale de toutes les consommations énergétiques. Donc ce que prévoit cette stratégie nationale bas carbone, c'est une baisse d'environ 40% de toutes les consommations pour passer en gros de 1600 TWh toute énergie confondue à environ 930 TWh toute énergie confondue en 2050. Donc la première chose, c'est vraiment ça, et on en a déjà parlé, efficacité, sobriété pour maîtriser les consommations. Par contre, pour décarboner, ça veut dire aussi, si la réduction des consommations n'est pas suffisante, ça veut dire en fait une substitution d'énergie, et donc c'est bien le passage de consommation d'énergie carbonée vers de l'énergie décarbonée. Et donc cette décarbonation de l'énergie, si c'est une baisse globale des consommations énergétiques, c'est une augmentation très sensible des consommations électriques, puisque en France, nous avons actuellement un mix très nettement décarboné, et l'enjeu, c'est de conserver un mix décarboné et d'être en mesure de mettre face à cette augmentation de la consommation prévue, toujours de l'énergie décarbonée. Donc ça, c'est le premier constat. Donc, forte augmentation de la consommation électrique qui va passer de 480 environ à 645 TWh pour 2050. Alors, quel autre constat ? On en a un petit peu aussi parlé. C'est effectivement la problématique maintenant de mettre en face un parc de production pour pouvoir y répondre, un parc de production décarboné. On se rend compte que même dans les scénarios les différents types de scénarios qu'a réalisé RTE, il y a un constat commun à tous ces scénarios, c'est que les énergies renouvelables, on en a besoin. Et on est en retard. Donc tout ce qui peut être en accélération d'énergie renouvelable électrique, mais aussi pas électrique, bien évidemment, c'est de toute façon bienvenu, et ça ne sera soutenable aussi que avec ce jeu sur les consommations. Et les consommations, il y a deux choses. Il y a l'efficacité énergétique dont on a déjà parlé. Donc c'est mêmes usages, mais finalement on est plus efficace dans ces usages, aussi bien parce qu'ils sont plus performants ou par des changements de technologie. Et puis il y a aussi un enjeu de sobriété. Et là, c'est un petit peu des changements d'usage pour limiter les consommations. Alors en Île-de-France, effectivement, l'Île-de-France est très particulier. L'Île-de-France, comme l'a dit Nicolas, elle importe 95% de l'énergie électrique qu'elle consomme. Alors ça se passe très bien pour l'instant, puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle le réseau électrique, le réseau de transport qui justement est développé pour permettre on va dire ce déséquilibre, ou pour permettre cet état de fait. On prévoit effectivement une augmentation sensible de la consommation d'ici 2040-2050 d'environ 50%. On prévoit un passage de 60 TWh à 90 TWh par l'électrification des usages, et aussi par ces nouveaux usages qui vont arriver. Et effectivement, sur l'Île-de-France, il y a un petit focus à faire. Il y a effectivement électrification du transport, du chauffage, mais il y a un nouvel acteur qui apparaît, qui sont effectivement les data centers, qui maintenant sont loin d'être anecdotiques en fait sur notre consommation à venir, bien sûr, puisque ce sont des projets qui mettent un certain temps à se réaliser. Donc il y a tout un processus avant leur mise en service. Mais on a actuellement environ 3 gigawatts de puissance contractualisée pour se raccorder sur le réseau de transport. C'est très conséquent. Une petite image, c'est la pointe de la consommation parisienne. Et tout ça arrivé en très peu de temps, depuis 2019-2020. Donc on prévoit ça sur le réseau. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir tous ensemble. Pour l'instant, on ne voit pas d'asymptote horizontale sur
ces arrivées de data centers. Ça arrive, il y a toujours des demandes qui viennent. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus sur des besoins qui sont effectivement réalistes, raisonnables, et puis comment au mieux effectivement réserver et donner cette capacité aux projets qui arriveront. Et puis donc tout ça, comme on l'a dit, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un réseau électrique. Donc on a aussi, nous, un grand enjeu de maintenir le réseau existant, de le renouveler aussi, puisqu'on a des actifs qui ont un certain âge ou certaines technologies qui maintenant sont un peu abandonnées par des fabricants de matériel. Donc il faut qu'on anticipe ça et qu'on renouvelle ce matériel et qu'on soit bien à l'écoute de toutes ces évolutions qui vont arriver localement pour avoir un réseau développé en temps et en heure pour pouvoir y répondre et permettre cette électrification des usages. Du coup, Sébastien Quenet, vous travaillez à EDF Île-de-France, vous êtes directeur de cabinet, merci Fabienne. Et vous me disiez en préparant cette matinée, alors vous constatiez notamment la complexité administrative. Je ne sais pas si vous voulez commencer tout de suite par ce sujet qui parfois fâche, mais dans les constats de ce qui freine finalement parfois ces politiques, la dilution des responsabilités, le fait qu'on ne sache pas vraiment qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et puis, de façon très précise, vous me cibliez aussi le fait que les pompes à chaleur, notamment, souffrent d'un manque de techniciens et parfois d'une complexité supérieure par rapport au chauffage plus classique. Dites-nous un peu comment vous voyez ces questions d'accélération de la décarbonation de l'Île-de-France. Merci Jacques. Avant de commencer par ce qui ne marche pas, je vais commencer par ce qui marche un peu bien quand même. Allons-y, bien sûr, on est là pour ça. Voilà, et Jérémy l'a largement abordé dans son introduction. Il y a quand même des choses qui marchent très bien en Île-de-France et qui ont marché très bien jusqu'à aujourd'hui. C'est le sujet quand même des réseaux de chaleur. On a en Île-de-France plus de 100 réseaux de chaleur. C'était dans les chiffres de Cristal aujourd'hui. Et voilà, la très grande majorité de la chaleur injectée, consommée sur les réseaux en France, elle est en Île-de-France. On a aujourd'hui déjà plus de l'équivalent d'1 million de logements qui sont chauffés par des réseaux de chaleur. Et si le nombre de réseaux de chaleur il plafonne un petit peu, ce qui progresse bien ces dernières années, c'est le verdissement de l'énergie qu'on injecte dans ces réseaux de chaleur. Donc voilà, c'est une chose sur laquelle qui a bien fonctionné, mais Jérémy l'a dit aussi, le potentiel il est encore gigantesque. Hein. On a 1 million de logements qui sont chauffés. Il y a à proximité des réseaux existants à peu près le même volume de logements, hein, encore 1 million de logements qu'on pourrait capter. Et en créant de nouveaux réseaux de chaleur, là, on pourrait aller chercher encore un autre million de logements supplémentaires. Sur une région qui a 12 millions d'habitants, on voit que c'est considérable, ce sujet des réseaux de chaleur. Et l'autre chose qui marche bien en Île-de-France et à laquelle on pense peut-être un peu moins, c'est le sujet de la géothermie. Jérémy l'a abordé aussi rapidement. Voilà, il faut en être fier. Hein. L'Île-de-France, c'est la première région au monde en termes de géothermie, de densité d'opération par habitant. Il y a une cinquantaine de forages géothermiques en service en Île-de-France qui produisent l'équivalent de 2 TWh. 2 TWh si on rapporte ça aux chiffres que Christelle a évoqués sur la production d'énergie en Île-de-France, c'est considérable. En revanche, il y a des choses qui marchent un petit peu moins bien. Et si on reste sur le secteur de la production de chaleur, ça peut peut-être vous étonner effectivement qu'à EDF on ne s'intéresse pas qu'à l'électricité, mais voilà, tout le monde l'a dit en introduction. Hein. Si on veut décarboner, il faut s'intéresser à toutes les sources d'énergie. Et notamment, ce qui m'a marqué dans les chiffres qui ont été présentés en introduction, c'est qu'on consomme encore en Île-de-France 2 tiers d'énergie fossile. Voilà, globalement, on a un tiers d'électricité, un tiers de gaz, un tiers de pétrole. Et si l'électricité peut être, vous l'avez dit, peut être importée grâce aux actifs publics que Jérémy a évoqué, qu'il faut optimiser, que sont le réseau public de transport et de distribution. Aujourd'hui, par contre, sur le thème de la chaleur, elle est produite, consommée sur place. Donc effectivement, c'est vraiment là qu'il faut mettre le paquet pour développer de la production propre et locale. Et pour le coup, à l'inverse des réseaux de chaleur, sur le sujet de la pompe à chaleur, effectivement, l'Île-de-France elle est plutôt en retard. On a un gros térawattheure d'énergie qui est produite en Île-de-France par des pompes à chaleur, alors qu'en France, on n'est pas loin de 30 térawattheures. Il y a un potentiel de multiplication par 10 de cette production à l'horizon 2050. Et une des raisons, Jacques, c'est bien celle des compétences. Et ça, c'est effectivement, aujourd'hui, notre constat, c'est que c'est peut-être c'est un des angles morts de toutes les stratégies de décarbonation, c'est
c'est comment avoir... voilà, on peut construire, on peut fixer tous les objectifs qu'on veut, on peut construire tous les plans les plus intelligents de transition à l'échelon national, à l'échelon régional, à l'échelon communal. À la fin, il faudra les hommes et les femmes pour construire toutes ces solutions. Et effectivement, le chiffre effectivement, que j'avais partagé avec toi, Jacques, c'est poser une pompe à chaleur, ça c'est 5 fois plus de temps que de poser une chaudière au gaz ou au fioul. Voilà. Et donc on en est aujourd'hui, et c'est vrai sur le secteur des pompes à chaleur, c'est vrai sur le secteur des... Christelle évoquait aussi le potentiel gigantesque de photovoltaïque en toiture. Une des raisons pour lesquelles ce potentiel n'est pas aujourd'hui atteint, c'est tout simplement parce qu'on est dans des situations, que ce soit la pompe à chaleur ou le photovoltaïque, où la demande est largement supérieure à l'offre, à la capacité à nous, industriels, à aller poser des panneaux. Et donc, que fait un opérateur? Effectivement, il se dirige en premier, typiquement, pour poser des panneaux sur des régions où, avec les mêmes coûts de développement, je vais pouvoir poser plus vite, vouloir proposer un nombre de panneaux plus important et dans des environnements un peu moins contraints que le centre de Paris pour pouvoir accéder à un chantier. Voilà. Donc un des facteurs auxquels effectivement, on ne pense pas spontanément et que je voulais effectivement partager avec vous ce matin, c'est celui du chantier des compétences. Et voilà, peut-être le dernier point, s'il me reste 3 secondes. Bon, je pense qu'on reviendra largement sur le sujet de l'acceptabilité, ou je ne sais plus quel terme tu as utilisé, Nicolas. L'appropriation, cher Jérémy, pour les projets plus classiques de PV et d'éolien, parce qu'effectivement, c'est assez frappant de constater, pour le coup, le peu d'éoliennes aujourd'hui installées en Ile-de-France, on compte en dizaines, voilà, en dizaines de mâts, alors même qu'effectivement... tu l'as dit, effectivement, il y a 3/4 des terres de France qui ne sont pas artificialisées, qui sont non urbanisées. Et le dernier point, c'est celui aussi effectivement, vous l'avez un peu tous évoqué, ces 3 leviers, ils sont absolument complémentaires, il ne faut pas les opposer. Il faut réduire les consommations par la sobriété et l'efficacité. Il faut substituer les usages émetteurs de carbone par des usages non consommateurs. Et il faut développer la production. La solution, c'est pas plutôt développer la production à tout crin. Il faut que tout avance en même temps. Et un des exemples pour ça, c'est l'hydrogène. On serait capable, demain, de produire des tonnes et des tonnes d'hydrogène peu émetteurs de CO2 en Ile-de-France. Voilà. Par contre, si les usages n'arrivent pas en même temps, et c'est le sujet aujourd'hui, on n'aura pas gagné grand-chose. Par contre, on aura perdu quelques milliards d'euros. Très bien, merci beaucoup. C'est très concret. On poursuit ce premier tour de table de constat, en essayant de laisser la place au deuxième tour de table, encore plus intéressant, puisqu'il s'agira des propositions. Frédéric Coureau, vous me disiez que la baseline, la nouvelle baseline, la raison d'être d'Enedis, Nouvelle France Électrique, montre à quel point vous êtes un opérateur totalement en phase avec ses objectifs. Oui, effectivement, c'est un peu notre raison d'être aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on communique, ou contribuer à bâtir la nouvelle France électrique. Je vais partir un peu différemment d'habitude sur des chiffres, mais des chiffres financiers. Notre présidente a annoncé, Marianne Legnaud, il y a 6 mois, qu'Enedis allait entre 2022 et 2040 investir 96 milliards d'euros sur le réseau. Alors, on est distributeur d'électricité sur 95% du territoire. Ça veut dire un peu plus de 5 milliards par an. Juste pour rappel, en 2005, qui était un seuil bas, l'investissement d'Enedis, de RDF, à l'époque, c'était 1 milliard. Donc là, 5 milliards par an pour être vraiment un acteur au cœur de la transition énergétique. Il y a 3 grands piliers. Alors, j'en rajouterai un 4e parce qu'on est en Ile-de-France, mais il ne concerne pas que l'Ile-de-France. Le premier pilier, c'est comment est-ce que Enedis se met en action pour que les énergies renouvelables qui émergent un peu partout soient raccordées plus vite au réseau. C'est vraiment, aujourd'hui, on va dire, un des enjeux phares, un des projets phares de l'entreprise. On a monté un projet, 49 chantiers, qui vont de la nature de câbles qu'on pose à des choses un peu plus juridiques, techniques, administratives. Enfin, vraiment... Une entreprise qui se dit il faut qu'on raccorde au plus vite les ENR, qu'on soit sur de l'éolien lorsque la désirabilité est là ou sur du solaire. Il faut qu'on aille plus vite pour intégrer ces énergies renouvelables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, décarbonation des transports, en partie avec la mobilité élec. On a créé une direction appropriée à Enedis pour accompagner l'essor de la mobilité électrique, parce que ça marche sur 2 jambes, à la fois les véhicules électriques, mais il faut qu'il y ait des points de charge. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même deux grands axes. Le premier, c'est d'accompagner
les acteurs qui installent des infrastructures de recharge de véhicules électriques accessibles au public, les IRVE, donc avec des schémas directeurs départementaux d'installation de ces IRVE. Donc là, on est vraiment aux côtés de tous les acteurs, qu'on soit une maille communauté d'agglo ou communauté de communes ou syndicat d'énergie. On a un modèle qui permet d'aider ces acteurs-là à prévoir le déploiement des infrastructures. Et puis, un autre enjeu alors, fondamental en Ile-de-France, 80% de l'habitat est collectif. Et donc, c'est l'équipement des parkings résidentiels collectifs en borne de recharge avec une solution qui s'appelle Réseau électrique auto proposée par Enedis, qui crée une structure en concession dans les parkings sur laquelle les copropriétaires vont pouvoir accorder leur borne de recharge. Donc ENR, mobilité électrique. Troisième point, on est très, très proche des collectivités locales et on se dit qu'un de nos rôles majeurs, c'est de les accompagner dans leurs projets de transition écologique. Comment ? En leur mettant à disposition les données de consommation, en leur mettant à disposition des services. Je vais donner un petit exemple. Depuis quelques mois, nous proposons aux collectivités locales qui le souhaitent d'éteindre l'éclairage public entre minuit et 6 heures du matin. Solution simple, mais qui a cartonné et qui rentre dans la sobriété. Voilà, on doit être à leur côté pour les projets d'efficacité énergétique et de sobriété. Et puis, dernier point, peut-être vous en avez entendu parler récemment, dans le cadre de tout ce qu'on fait sur les Jeux Olympiques pour l'an prochain, on s'est rendu compte que le monde de l'événementiel, que ce soit des concerts, des matchs de foot, la Fashion Week, enfin tout ce monde de l'événementiel, quasiment à 100% a été alimenté par groupe électrogène, avec toutes les émissions de GES que vous pouvez imaginer. Et en fait, les JO l'an prochain seront les premiers Jeux Olympiques qui vont être accordés en principal et en secours sur le réseau. Donc, gros changement de paradigme. Et, vous l'avez peut-être vu ces derniers temps, on a installé à Paris 3 bornes événementielles, comme on les appelle, une au Trocadéro, la deuxième à la Concorde, donc sur des endroits où généralement il y a des événements, et plutôt que d'amener un groupe électrogène, on a des bornes souterraines, donc qui ne gâchent pas du tout le paysage urbain, qui permettent d'alimenter ces événements-là, et donc de décarboner les mêmes événements. Merci infiniment. Laurence Touveny, comment fait Orange, et singulièrement Orange Île-de-France, pour atteindre la neutralité carbone dès 2040 ? Ouais. Merci Jacques. Alors peut-être avant de répondre très directement à la question, pourquoi 2040 ? C'est effectivement l'engagement qu'on a pris d'être neutre carbone à horizon 2040. Donc 2040, c'est 10 ans avant l'engagement de neutralité carbone de l'industrie des télécoms dans le monde. Donc c'est une ambition très forte. Juste aussi peut-être pour resituer en fait ce que les télécoms et le numérique représentent en termes d'empreinte carbone. En France, c'est 2,5% de l'empreinte carbone, le numérique. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Sauf que si on ne fait rien, à horizon 2040, justement, ça représenterait à peu près 7% de l'empreinte carbone en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que les usages du numérique se développent très très fortement. C'est à peu près 30% de trafic en plus chaque année. Si on regarde les 5 dernières années, on a vu le trafic multiplié par 10, du coup. Donc notre sujet, c'est de maîtriser cette empreinte carbone, de la réduire dans un contexte où les usages du numérique sont en très forte croissance. Donc c'est un pari quand même très très fort et très ambitieux pour nous. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette empreinte carbone, comment elle est constituée ? Il faut voir que 3/4 de l'empreinte carbone du secteur est induite par la production de terminaux mobiles, de smartphones. À peu près 20%, c'est les réseaux, tout simplement, les réseaux qui consomment de l'énergie. Et puis, vous l'avez cité, les data centers qui représentent à peu près 10% de l'empreinte carbone du secteur. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, comment on s'engage finalement pour arriver à cette neutralité carbone ? On a 3 axes très forts sur lesquels on est engagé. Le premier axe, c'est la modernisation de nos réseaux. Pourquoi la modernisation de nos réseaux ? Tout simplement parce que les réseaux de nouvelles technologies consomment moins d'énergie que les anciennes technologies. Si on prend la fibre, par exemple, la fibre consomme 10 fois moins d'énergie que le réseau cuivre. Sur le réseau mobile, la 5G consomme 5 fois moins d'énergie que la 4G. Donc, déployer ces nouvelles technologies, déployer ces nouveaux réseaux, c'est à terme consommer moins d'énergie. Alors, déployer ces nouveaux réseaux en Île-de-France, on le fait très très fortement. En Île-de-France, on a 95% aujourd'hui des logements
qui sont éligibles, enfin qui sont raccordables à la fibre. On a 85% de la population qui est couverte par la 5G déjà aujourd'hui, donc on est très en avance en Île-de-France sur le déploiement des réseaux très haut débit. Mais déployer les réseaux très haut débit, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, parce que quand on déploie la fibre, c'est pas pour autant que le cuivre s'arrête et ne consomme plus d'énergie. Et donc, parallèlement à ça, il faut qu'on s'engage aussi sur ce qu'on appelle le décommissionnement des anciens réseaux, c'est-à-dire tout simplement leur extinction et leur démontage. Donc, c'est ce qu'on fait avec un plan sur à la fois la 2G, la 3G, et puis sur le cuivre, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, il y a ce grand plan de décommissionnement du cuivre sur lequel nous sommes engagés et qui vise finalement à éteindre totalement le réseau cuivre à horizon 2030. On y travaille avec l'ensemble des opérateurs, avec l'ARCEP, évidemment, puisque ce plan a été validé et travaillé de concert avec l'ARCEP et les opérateurs. Alors, on fait aussi autour des réseaux beaucoup de choses pour optimiser un peu, comme vous l'avez dit, faire en sorte que, par exemple, la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, on éteint certaines antennes pour ne plus consommer d'énergie. Et puis, on fait en sorte aussi de paramétrer nos réseaux pour que, au maximum, la consommation d'énergie soit maîtrisée. Ça, c'est le premier axe, la modernisation des réseaux. Le deuxième axe, c'est l'économie circulaire. Alors, je disais, 3/4 de l'empreinte carbone, ce sont les smartphones. De fait, il faut qu'on travaille sur ce thème de l'économie circulaire. Et donc, d'abord, on s'attache à récupérer les terminaux de nos clients, les Livebox, les terminaux, etc. Chaque année, on récupère 4 millions de Livebox et on en recycle 3 millions, donc c'est très très important. Depuis qu'on fait du recyclage de terminaux mobiles, on a récupéré 9 millions de smartphones, donc c'est très volumique. Donc non seulement on récupère ces terminaux, on les recycle et on fournit à nos clients des équipements reconditionnés. Quand on déploie nos réseaux, quand on peut aussi mettre dans nos réseaux des équipements reconditionnés, on le fait. Et de fait, on contribue à ce qu'on produise moins de matériel, puisqu'on le voit, c'est une des causes très importantes de cette émission carbone. Et puis le troisième axe pour nous, c'est d'utiliser de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc là, on s'est engagé avec on a signé plusieurs contrats PPA, donc d'achat à long terme d'électricité verte. On en a signé un en 2020 avec Boralex, un en 2021 avec Total. Et ce qui va nous permettre d'avoir de plus en plus d'énergie verte dans notre consommation totale d'énergie. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, PPA, c'est à la mode, c'est très innovant. Vous passez un contrat directement avec les producteurs, vous achetez finalement, vous financez un parc. Exactement. Pas, on contribue à financer un parc à long terme, donc c'est des contrats qui peuvent au moins 10 ans, voire plus. Et avec le financement qu'on met, effectivement, on peut développer des fermes solaires, un parc éolien, ce genre de choses. Le COJO a signé un PPA avec un parc d'éoliennes dans la Manche, je crois, pour financer les JO. Exactement. Financer, électrifier. Et même dans certains pays dans lesquels nous sommes opérateurs, on va même un cran plus loin, je pense dans les pays d'Afrique, Moyen-Orient, où là, carrément, on est même nous-mêmes partie prenante de projets pour produire de l'électricité. Je pense en Jordanie, où nous avons développé une ferme solaire. Vous me disiez, vous électrifiez votre parc aussi de véhicules, et ça se heurte à ce que disait aussi Frédéric, c'est-à-dire que vous êtes soucieux, mais vous le direz peut-être dans la deuxième partie, avec le temps qui là, reste, j'ai déjà beaucoup dit comme ça. Des bornes de recharge. Exactement, parce qu'on a effectivement un objectif d'électrification de notre parc de véhicules. En Île-de-France, Orange, c'est 1500 véhicules, donc c'est beaucoup de véhicules. Donc aujourd'hui, on a électrifié à peu près 20% de notre parc, mais ce n'est pas suffisant. Et là où on bute, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez de bornes de recharge. Et par exemple, sur des métiers comme les métiers de nos techniciens d'intervention, il faut qu'ils soient en mesure de recharger très facilement et partout, en fait. Et là, très clairement, aujourd'hui, il y a un manque de bornes de recharge. On en fait nous-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. Très bien, merci à tous pour cette introduction, si j'ose dire. Bon, de toute façon, là, on est à 3/4, voire 90% du temps, mais on va déborder un petit peu. Le maître des horloges n'est pas là. Et de toute façon, le but, c'est d'aboutir à des propositions le 14 novembre. Et on va y travailler d'ici là, donc je rappelle un peu la démarche. Avant qu'on passe néanmoins aux têtes de chapitre, donc chacun formulera les têtes de chapitre, des propositions sur lesquelles on a commencé tous ensemble à travailler. Nicolas, peut-être un mot, mais alors vraiment de façon synthétique, sur une réflexion sur ce que vous a inspiré ces différents propos.
En fait, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Il y a la question des investissements. Combien est-ce qu'on investit pour faire quoi et quel est le delta par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Il y a le sujet des compétences. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir les bras et les cerveaux pour faire tout ça. Et compte tenu du nombre de métiers en tension qu'on a aujourd'hui, ça va pas être simple. Donc comment est-ce qu'on s'assure d'avoir toute cette main-d'œuvre en Île-de-France. Et alors une fois qu'on a les sous, les bras et les cerveaux pour faire tout ça, il y a la question de la qualité de service et de la réglementation. Effectivement, installer une pompe à chaleur en Île-de-France, c'est toujours compliqué. 80% de logements collectifs, beaucoup plus compliqué d'installer une pompe à chaleur en logement collectif qu'en logement individuel. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir les bonnes consignations du réseau en maintenant quand même une qualité de service. Comment est-ce qu'on accélère les études d'urbanisme, les études d'impact, voilà, pour permettre aux projets d'émerger. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que les projets Île-de-France soient priorisés par rapport à d'autres projets, que ce soit dans d'autres régions ou carrément dans d'autres pays, parce qu'on considère qu'il y a des gisements économiques plus intéressants ailleurs. Voilà. C'est ça les questions auxquelles on aimerait avoir certaines réponses, parce que je suis sûr que tout le monde veut prendre des objectifs très ambitieux. La question, c'est comment est-ce qu'on les remplit. Donc les sous, les bras, les cerveaux, la réglementation et le maintien de la qualité de service. Voilà, merci infiniment Nicolas. Ça fait une transition parfaite avec Séverine Laurent, une des préconisations que vous souhaitez aborder et qui est finalement une sorte de planification, de programmation. On voit bien que derrière tous les termes qu'a évoqué Nicolas, c'est ça dont il est question. Et puis qui établit cette planification, cette priorisation? Peut-être pour commencer par cet aspect-là, oui, effectivement, ce qui nous semble important pour réussir cette décarbonation et cette transition, c'est peut-être déjà qu'il y ait effectivement toute une réflexion sur... on se rend compte qu'on est finalement dans un monde contraint, dans un monde avec des ressources qui sont rares, qui peuvent être l'énergie, qui peuvent être le foncier, qui sont pas mal de choses. Donc peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de réfléchir dans le cadre de développement de plusieurs projets, qui est peut-être une réflexion politique un peu générale sur comment prioriser l'arrivée de projets suivant on va dire leur caractère, en tout cas leur impact en fait sur la décarbonation, voilà, sur leur côté vertueux. Donc ça peut être un premier point de réflexion. Réfléchir aussi à ces prévisions, ces arrivées de nouveaux usages, qu'on ait ensemble des réflexions pour revoir un petit peu qu'est-ce qui semble réaliste et à quel rythme, pour être en mesure de mettre en face effectivement les investissements pour les réaliser. L'idée c'est d'en mettre pas trop tôt, mais d'être là quand même en temps et en heure. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et donc il faut aussi qu'il y ait des réservations foncières pour les ouvrages publics de transport d'électricité, mais pas que, suivant les différents vecteurs énergétiques. Un petit message pour ce qui est le développement des énergies renouvelables. Le réseau de transport est tout à fait en mesure de les accueillir. Vu la structure du réseau en Île-de-France, ce n'est pas un problème. Donc le développement des énergies renouvelables en Île-de-France, en tout cas pour le réseau de transport, ne posera pas de problème et il est tout à fait en mesure de les accueillir. Alors il y a aussi un autre point sur lequel on aimerait un petit peu insister, c'est sur ces nouveaux usages. Effectivement, il faut réfléchir à les accélérer, mais il faut aussi que les choses soient designées dès le début, en fait, pour être flexible et adaptatif. Parce que, par exemple, on pense aux bâtiments tertiaires, on se rend compte qu'il y a des gisements très importants d'économie. Je ne sais pas, vous, quand vous voyez les bureaux actuellement où vous travaillez, il y a des jours où il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne suis pas certaine que les consommations énergétiques pour gérer ces bâtiments diminuent de manière homothétique par rapport au nombre d'habitants. Certains jours. Donc, je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir sur comment rendre dans le tertiaire, entre autres, comment rendre flexible et pilotable en fait les consommations énergétiques pour justement s'adapter aux conditions d'utilisation. Puis il y a aussi quelque chose qui nous intéresserait, c'est le véhicule to grid, c'est les bornes de recharge dans les deux sens pour qu'effectivement les batteries futures des véhicules électriques soient aussi des dispositifs de stockage d'électricité sur le réseau et soient aussi pilotables. Voilà, c'est des petites idées comme ça. Merci infiniment. Sébastien Connet, vous avez plein d'idées.
Effectivement, on a plein d'idées. Et je vais encore commencer par une bonne nouvelle, Jacques. Et on a réalisé, nous, il y a 2 ans de ça, on l'avait partagé avec un certain nombre d'entre vous, une étude de prospective énergétique à la maille de l'Île-de-France, qui est finalement assez complémentaire de celle qu'a menée RTE à la maille nationale. Et fait quand même la très bonne nouvelle, c'est que parmi tous les scénarios qu'on a étudiés, il y en a un certain nombre qui permettent d'arriver en Île-de-France à la neutralité carbone en 2050. Donc voilà, on part d'assez loin, parce qu'effectivement, on émet encore beaucoup de CO2, on produit peu d'énergie locale, mais c'est possible. Voilà. Et au-delà de ça, cette étude, effectivement, elle nous a aussi amené à un certain nombre de conclusions, pour revenir d'ailleurs en partie sur ce qu'ont dit Séverine et Nicolas, il y a le sujet de la planification. Ce qu'elle montre aussi cette étude, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Je ne peux pas arriver aujourd'hui, Jacques, en me disant, voilà, c'est ça, ça et ça qu'il faut mettre en place, on le fait partout en Ile-de-France, et dans 30 ans, il n'y a plus de CO2. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que finalement l'Île-de-France c'est quand même un territoire très divers. Il y a Paris qui est très urbanisé et on a la grande couronne à l'autre extrémité avec toute une gradation de situation. Donc ce qui est indispensable, c'est que chaque territoire d'Île-de-France s'empare de la situation et réalise à son échelle un diagnostic pour déterminer qu'est-ce qu'il faut que je fasse à mon échelle pour réduire mes émissions, réduire mes consommations. Donc il y a un sujet important de planification qui est en lien aussi avec le sujet du foncier. C'est indispensable aussi qu'on puisse sanctuariser quelques emprises foncières, alors pour développer des actifs de réseau, mais aussi des actifs de production énergétique dont on aura besoin, Nicolas l'a dit assez largement, pour produire des installations peut-être massives d'électricité décarbonée, mais aussi des productions locales de gaz renouvelable, de chaleur renouvelable. Ça, il faut l'anticiper effectivement dans les SDRI, dans les CRCAE, dans les plans locaux d'urbanisme, dans toutes les opérations d'aménagement. Je parlais tout à l'heure des réseaux de chaleur. Il y a eu des tonnes d'opérations d'aménagement ces dernières années, et souvent, malheureusement, c'est au dernier moment qu'on se dit, tiens, si on mettait en place un réseau de chaleur, malheureusement on n'a pas prévu l'emplacement foncier pour construire la centrale de production et ensuite le réseau de distribution. Donc, il y a ce sujet du foncier, il y a bien sûr le sujet de la réglementation. On a eu une première loi sur l'accélération des ENR qui est sortie. Maintenant il faut que à chaque échelon, on s'en empare pour définir des zones qui soient propices au développement du photovoltaïque et de l'éolien et des zones qu'on souhaite préserver. Nicolas l'évoquait, il y a le sujet de la pompe à chaleur. Il y a des réglementations locales pour permettre effectivement d'installer des pompes à chaleur dans du logement collectif, avec chauffage collectif ou avec chauffage individuel. Vous dites parfois c'est des choses bêtes comme des règlements de copropriété qui proscrivent la mise en place de pompes à chaleur. Exactement, la technologie fonctionne, on est capable nous d'installer peut-être même sur du logement social une pompe à chaleur qui permettrait de réduire la vulnérabilité énergétique de ces logements-là. En revanche, quand vous voulez repeindre la façade de votre copropriété, ça vous prend 2 ans, là, installer une pompe à chaleur. Je vous en parle pas. Et après, et dernier point quand même, pour revenir un petit peu à nous, on a nous opérateurs des nouveaux modèles d'affaires à inventer aussi pour permettre d'accélérer cette transition. Laurence a parlé effectivement des PPA qui sont des contrats de long terme adossés à des actifs. Il y en a d'autres au fait qu'effectivement qu'on a en tête. Il y a le sujet de l'agrovoltaïsme ou de l'agroénergie. Effectivement, il y a 50% de terres agricoles en Île-de-France. Donc effectivement, c'est un gisement très important sur lequel on pourrait développer de la production. L'idée n'étant surtout pas de venir en concurrence avec l'usage, mais d'avoir une complémentarité avec de la production énergétique, électrique ou chaleur, tout en améliorant les rendements et en permettant de perpétuer l'exploitation agricole. Et des modèles d'affaires un petit peu plus complets. Ce que je disais, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc nous, on est en train de réfléchir aussi à des offres à destination de bâtiments tertiaires ou de collectivités locales dans lesquelles, effectivement, on pourrait proposer effectivement une solution couplée dans laquelle on développerait à la fois de la production locale pour de l'autoconsommation photovoltaïque et en prenant par ailleurs un engagement à la diminution des consommations par de l'efficacité énergétique, de l'isolation, de la sobriété, du pilotage du bâtiment.
Merci infiniment. Frédéric Couraud, de façon encore plus concise, puisque certaines propositions reprennent les vôtres, notamment cette nécessité de mieux anticiper encore. Vous êtes parfois, vous disiez, vous apprenez en lisant le Journal du Grand Paris que tel ZAC avance, etc. Vous avez besoin, vous aussi, d'être associé plus en amont. Oui, alors effectivement, le maître mot des deux propositions qui pourraient s'apparenter à des engagements après concerne l'anticipation. On l'a dit, plusieurs personnes l'ont dit, il faut aller vite, il faut aller de plus en plus vite. Donc, la première chose, c'est que la loi d'accélération ENR qui vient d'être votée demande aux communes, aux intercommunalités de prévoir des zones du foncier pour développer des ENR. Ces zones devant être validées par un comité régional de l'énergie qui est en train de se mettre en place entre la région et la préfecture. Nous, à la fois au niveau des communes vis-à-vis des maires et à la fois au niveau de ce comité régional de l'énergie, on a une compétence réseau, on peut la mettre à disposition pour expliquer là où on a de la capacité d'accueil. Alors Séverine a dit qu'il n'y a aucun problème pour accorder des ENR en Ile-de-France, c'est vrai. Sur le réseau de transport, sur le réseau de distribution aussi. Après, il y a certains endroits, il y a besoin de plus de travaux que d'autres. Donc c'est à nous d'expliquer et d'accompagner. Et puis, si je veux être encore un peu plus ambitieux, quelque chose qui est compliqué, alors je vais enfoncer une porte ouverte peut-être, mais aujourd'hui, pour qu'Enedis se mette en action, pour une étude et un raccordement, il faut qu'il y ait une demande, donc un demandeur, une localisation et une puissance. Si on n'a pas ça, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit à tel endroit, que ça soit pour un data center, parce que certains se raccordent aussi sur le réseau de distribution, pour des bornes de recharge, pour une ZAC, en fait, on ne va pas commencer à travailler. Contrairement à la partie injection, où il y a des schémas de raccordement des ENR, où là, on va pouvoir anticiper. Quelque chose qui serait fantastique, je pense, ça serait de réussir à modifier ces règles-là pour que, pas sur tous les points du territoire ou de l'Île-de-France, mais lorsqu'on a un EPT, lorsqu'on a une communauté de communes qui peuvent nous dire, voilà, une ZAC, des projets, de la réindustrialisation, etc., qu'on soit capable, de concert avec RTE, à faire une planification, à anticiper la structuration de nos réseaux, sans attendre qu'il y ait vraiment un demandeur qui nous signe un devis. Merci beaucoup. Et puis vous disiez que voilà, si on pouvait réduire les délais d'instruction des demandes d'intervention sur la voirie, par exemple, c'est des détails. Mais voilà. Après, pour faire les travaux, c'est vrai qu'on a certains délais administratifs qui parfois sont un peu longs. Oui. Je crois que c'est une vérité. Laurence, pour finir, si vous avez déjà commencé, mais quelques-unes de vos propositions. Je ne vais pas reprendre finalement ce que nous faisons aujourd'hui pour réduire notre empreinte carbone. Par contre, si on peut peut-être mettre le doigt sur quelques propositions, on va dire plus collectives du secteur numérique. On a parlé des bornes de recharge tout à l'heure. Moi, je pense qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là. En tout cas, nous, on vit ça aujourd'hui comme un frein au développement de notre parc de véhicules électriques. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure là-dessus. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire là-dessus. Autre sujet, peut-être proposition, on a vu tout à l'heure que les usages du numérique ne font que croître. Pour autant, on a parlé de sobriété aussi. Il y a des moyens, finalement, de consommer moins d'énergie tout en continuant à utiliser beaucoup le numérique. Et c'est tout simplement, il y a quelques gestes, finalement, qui nous permettent de moins consommer. Par exemple, quand on est à la maison, utiliser son téléphone mobile sur le Wi-Fi plutôt que sur le réseau mobile, c'est beaucoup moins de consommation électrique. Donc ça, c'est un exemple. Quand on a aussi une Livebox qui a une capacité de veille profonde, c'est 85% finalement d'économie d'énergie par rapport à la veille standard. Donc il y a des petits gestes simples qui permettent finalement, tout en continuant à utiliser ces usages numériques, ces services numériques de la même façon, de consommer beaucoup moins d'énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie. Ma proposition, c'est tout simplement de faire en sorte que tous les acteurs qui sont partie prenante de ce secteur puissent finalement faire cette pédagogie auprès du grand public, parce que finalement ces petits gestes amènent à beaucoup d'économies d'énergie, et je pense que c'est sans doute une voie très intéressante. Merci infiniment. Nicolas, le mot de la fin vous revient. En fait, le mot de la fin, on le verra le 14 novembre, quand on aura les conclusions. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur le réglementaire, parce qu'on sent que la volonté est là. Après, voilà, c'est des plans quinquennaux d'investissement. Et
J'aimerais quand même insister sur le côté compétences, parce qu'on va vraiment manquer de personnes pour faire toute cette transition. Au-delà de l'énergie et des matériaux dont on pourrait manquer, voilà, il manque les personnes. Donc, voilà, ce que j'attendrai de chacun de nos acteurs, c'est de dire voilà, comment est-ce qu'on va sourcer ces compétences et comment est-ce qu'on va miser sur la formation. Merci infiniment. Je crois qu'on peut tous vous applaudir. Merci infiniment.